nouveau webinaire sur la campagne Covid-19 et gestion des risques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Brun et Patrick Benjamin dans un webinaire spécial Impact humain et prévention. Alors, quelques éléments techniques, votre micro va rester coupé, on n'aura que nos invités aujourd'hui qui pourront avoir leur micro. Bien évidemment, utilisez à volonté le chat pour poser vos questions et poster vos commentaires. Et sachez que ce webinaire est enregistré, vous retrouvez le replay dans quelques jours sur notre chaîne YouTube. Je vais maintenant donner la parole à Yvan Boissière, directeur général de l'ICSI, pour l'introduction de ce webinaire. Merci Dounia, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. On va couper le deuxième micro. Vous avez donc ce webinaire s'inscrit dans la campagne de l'ICSI consacrée au Covid-19 et à la gestion des risques. Ce que nous souhaitons interroger, c'est en quoi la pandémie et toutes les modifications, les incertitudes qu'elle nous transmet, nous interrogent, nous permet d'avoir de nouvelles perspectives en matière de gestion des risques. Nous interrogeons cette problématique à travers trois axes. Le premier axe, c'est l'observatoire. C'est dans cet axe-là que les webinaires se déploient. Ce webinaire que vous suivez est le 6e webinaire. Si vous en avez loupé et que vous souhaitez en voir d'autres, vous pouvez tous les revoir sur la chaîne YouTube et y avoir accès sur le site de l'ICSI. Ce sont des webinaires qui en général renvoient à des témoignages industriels de comment a été gérée la crise de Covid, ou bien des regards d'experts nouveaux, comme aujourd'hui, avec des regards portés par nos deux invités d'aujourd'hui. Il y a aussi dans ce pilier sur l'observatoire la volonté de récupérer des données pour faciliter des benchmarks, identifier des grandes tendances, et nous aurons pendant la campagne qui aura lieu cette année, nous publierons et nous vous mettrons à disposition des notes de synthèse et de tendance sur les grandes leçons qu'on peut tirer de l'impact de la Covid sur la gestion des risques. Le deuxième axe de notre campagne, il est dans la logique et dans la tradition de l'ICSI, c'est-à-dire de progresser par l'échange et le partage de problématiques, de perspectives. Il a une vocation plus prospective également pour interroger est-ce qu'il y aura une sécurité de demain? Et si oui, quels seraient les sujets qui, face à l'incertitude, doivent être mis en avant? Des sujets émergent d'ores et déjà, la résilience, les arbitrages entre différentes valeurs ou différents enjeux clés de l'entreprise, quel type de leadership dans l'incertain doit être promu. Tout ça va être réfléchi et progressivement alimenté à travers notre groupe d'échange dans lequel les membres de l'ICSI participent, et un lien très étroit avec un groupe de travail de la FONCSI qui se pose une problématique très proche, mais avec des modalités différentes, puisqu'elle auditionne des experts internationaux sur le sujet pour essayer d'identifier en termes de prospective des évolutions sur la sécurité de demain. Enfin, c'est une nouveauté assez forte à l'ICSI, une dimension internationale très affirmée, notamment à travers une alliance avec deux réseaux de référence au niveau international, et qui aussi nous propose deux façons de regarder de façon un peu différente la gestion des risques, les organisations, la décision. Il s'agit du réseau Resilience Engineering, et du réseau Naturalistic Decision Making, avec lesquels nous avons fondé une alliance avec également la fondation, et pour lequel, pour votre information, il y a aussi une offre de webinaires tout en anglais qui sont proposés, qui sont disponibles et informés sur le site de l'ICSI et de la FONCSI. Et puis un grand symposium qui va être organisé au mois de juin, notamment avec une journée pour les industriels, ouverte aux industriels, qui permettront d'avoir un dialogue avec ces experts internationaux le 23 juin. Là encore, vous trouverez toutes les informations sur le site et les newsletters de l'ICSI. Voilà pour le panorama global de la campagne, en espérant vous avoir sur d'autres manifestations. Et je repasse la parole à Dounia. Merci. Merci Yvan pour cette introduction. Donc, nous avons le plaisir pour ce webinaire aujourd'hui
de recevoir Jean-Pierre Brun. Alors Jean-Pierre Brun est professeur de management à l'Université de Laval. Il est également expert à empreinte humaine. Nous avons également Patrick Benjamin, qui est secrétaire du groupement d'échange des préventeurs interentreprises, aussi connu sous le nom du GEPI. Alors, première partie de ce webinaire, les impacts humains à court, moyen et long terme d'une crise sanitaire et sociale qui dure. Jean-Pierre, quels sont les impacts sur les personnes, opérateurs et managers? Merci Dounia, merci de votre participation. Alors, on se parle, je suis du Québec, je pense que vous avez un meilleur temps que chez moi. Chez nous, des derniers jours, il a fait moins 27, 30 cm de neige, donc je suis bien au chaud, soyez pas inquiets, ça fait plaisir d'être avec vous. Ça fait déjà 11 mois qu'on est dans cette situation-là. Hein. Le temps passe à la fois vite et à la fois long. Et je pense qu'il y a 2 ou 3 éléments en entrée en matière qu'il faut préciser. Je trouve que depuis le mois de mars dernier, ce qu'on peut dire, c'est que l'ensemble de nos vies ont rétréci. Il y a en fin de compte un paquet d'interdits qui sont en place, hein, bien évidemment, mais donc nos vies professionnelles, nos vies familiales, sportives, culturelles, etc., finalement, le terrain de jeu est de plus en plus petit et entre autres aussi, ce qui a beaucoup un impact sur la santé psychologique, c'est que dès qu'on sort un peu de cette terrain de jeu, justement, ben, il y a présence de risques, hein, et d'anxiété qui sont de plus en plus présents. Donc, on est dans un contexte où c'est l'ensemble des écosystèmes planétaires, hein, je pense qu'on peut le dire cette fois-ci, qui sont impactés, que ce soit les écosystèmes de l'éducation, de l'entreprise économique, sociale, culturelle. Hein. Il n'y a donc personne qui est à l'abri. Il ne faut donc pas penser que tout ça est neutre et que c'est simplement un mauvais moment à passer et qu'il n'y aura pas de traces, hein, qui vont rester. Donc, depuis 11 mois, à la fois du côté du Canada, mais aussi en France, avec Empreinte humaine, on a réalisé 5 sondages au cours de l'année 2020 pour essayer de prendre le pouls de la population active française. Et aussi au Canada, donc d'autres études ont été réalisées. Et ce qu'on voit depuis le mois de mars, c'est en effet une détérioration assez importante, à la fois du sentiment de sécurité, d'anxiété, de dépression, de l'optimisme, hein, finalement, hein, qui se dégrade de manière assez régulière, pas nécessairement dans une situation où on vit un stress post-traumatique, mais plutôt un stress chronique qui a un effet sur la durée. Et aussi, toutes les études antérieures qui ont pu être réalisées sur le Ebola ou bien sur le SRAS nous montrent que les effets d'une période justement de pandémie peuvent se faire sentir jusqu'à 6 à 9 mois après. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il peut se déclencher des cas au cours certainement de la prochaine année 2021, voire 2022. Ça veut donc dire en effet que vos populations, les gens qui travaillent dans vos organisations, leurs familles, leurs proches, tout ça sont impactés par la situation, vous le savez très bien. Et il faudra voir, on pourra en parler un peu plus tard, comment on peut les accompagner, bien sûr. L'étude Empreinte humaine a montré qu'en 2020, environ 50% de la main-d'œuvre active est impactée par cette situation-là et présente des signes de détresse élevés. Alors, ça ne veut pas dire des maladies mentales, bien évidemment, mais les signes que je vous précisais tout à l'heure, anxiété, baisse de l'optimisme, dépression aussi qui peuvent se présenter, donc des situations de point de vigilance. Les problèmes de santé aussi, hein, ce n'est pas juste la COVID qui a un impact, c'est aussi l'ensemble des autres maladies qui sont suspendues. Juste au Québec, on a 140 000 opérations qui sont en attente depuis le début de la pandémie. Ce n'est pas rien. Donc, il y a des gens qui vont en effet souffrir de la pandémie, mais il y a des gens qui vont souffrir et mourir de leur maladie aussi parce qu'ils n'ont pas pu avoir les soins nécessaires. Pour moi, à l'heure actuelle, il y a 3 points de vigilance qu'il faut avoir et qui concernent très certainement l'entreprise. On constate à la fois en France et au Canada une forte détresse chez les jeunes travailleurs de moins de 29 ans, surtout chez ceux qui sont en télétravail. Vous savez à quel point la jeunesse carbure aux relations sociales et que l'isolement est quelque chose de très difficile pour ces personnes-là. Et il y a un point de vigilance à avoir. Je pense qu'on l'a vu aussi dernièrement en France avec les étudiants, entre autres, et la même chose aussi au Canada. Le deuxième point de vigilance, ce sont les femmes, où là aussi le taux de détresse, comme à l'habitude, mais encore plus maintenant, est plus élevé que chez les hommes. Et ce qu'on constate aussi, c'est que ce sont souvent les femmes qui ont, entre guillemets,
payer le prix du télétravail et de l'envahissement du travail dans la vie domestique aussi et du fait que l'école par moment a été suspendue, etc. Ce sont les femmes qui ont encore fait les concessions là-dessus majoritairement et on a de plus en plus d'études de chercheurs qui s'intéressent à la dégradation, en effet, des conditions des femmes dans la situation où nous sommes. Et le troisième point de vigilance, pour moi, bien sûr, c'est de l'ensemble des salariés, mais un point vraiment particulier, je pense, sur les managers, où on voit une surcharge de travail très importante, une fatigue, une augmentation des arrêts de travail aussi qui sont présents et de l'absentéisme dans cette population-là, et c'est donc important. Donc, comment il faut aborder la question d'autres éléments qui sont ressortis? On va voir que, et j'expliquerai un peu plus tard comment on peut s'y prendre, que simplement poser la question « comment ça va », ça ne suffit pas. D'abord, vous avez dû remarquer qu'au cours des 11 derniers mois, quand vous posez la question « comment ça va », les gens vous disent « ça va, c'est pas facile, mais ça va ». Alors que tous les indicateurs nous indiquent que la détresse des gens est au rouge, hein, je pense qu'on peut le dire ainsi. Et en effet, dans la dernière enquête d'empreinte humaine, on a posé aux gens la question, est-ce que vous oseriez dire à votre employeur ou votre manager que vous n'allez pas bien? Et 50% nous disent non, je ne le dirai pas. Donc, en effet, il y a encore du stigma, il y a encore du déni sur ces questions-là. Et donc, comme manager, j'y reviendrai, simplement dire, ma porte est ouverte et tu peux m'appeler quand tu veux, est loin d'être suffisant. On va voir qu'il faut être beaucoup plus proactif aussi. Pourquoi être proactif? Parce que, encore là, une fois, on voit que 60% des gens nous disent qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Donc, alors ça se peut qu'ils n'aient pas besoin d'aide, mais on a vraiment le sentiment que c'est parce qu'ils sont probablement dans le déni, il y a le stigma, ils ne voient pas trop comment ils peuvent se sortir de cette situation-là et c'est un élément important donc à prendre là aussi en considération. Il y a aussi le fait que ce n'est pas tout le monde qui est en télétravail. On a des gens en présentiel, on a du travail hybride aussi, hein, c'est-à-dire des situations où dans la même équipe ou dans la même entreprise, par exemple, dans le milieu industriel, les gens sont sur les sites, les fonctions support souvent sont dans les bureaux. Et là aussi, ça amène un management à deux vitesses ou en tout cas dans deux environnements de travail qui sont assez différents et qui compliquent là aussi énormément les choses. D'abord en termes de proximité, mais aussi un point sur lequel il faudra être vigilant, c'est en termes de comparaison un peu qu'il peut y avoir entre les personnes. Et dernier point, Dounia, tu me diras si je suis dans les temps ou pas. Là, je n'ai pas regardé à quel moment j'ai commencé à parler. Mais ce qu'on commence à voir émerger aussi, c'est toute la question des incivilités digitales. Pas plus tard qu'hier encore, j'étais avec une équipe où les gens disaient, est-ce qu'on peut se dire bonjour, merci? Est-ce qu'on peut aussi pas simplement écrire j'attends ton document depuis 2 jours, quand est-ce que tu vas me le donner, sans expliquer rien autour. Donc, il faudra certainement être vigilant sur ce point-là. C'est un élément important. Et là, ça va aussi se poser la question, on l'abordera peut-être un peu plus tard aussi, du retour. Alors, vous n'avez pas la même situation tout à fait en France qu'au Québec. Ici, c'est un confinement beaucoup plus serré qu'on a depuis le mois de janvier. En France, je suis l'actualité, j'ai vu que les choses ont un peu bougé, mais il faudra aussi se préparer, puis on en parlera sur le retour au travail ou le déconfinement en tant que tel, et pas penser que c'est simplement un retour de vacances. Les gens souvent veulent conserver une partie de télétravail, ont été impactés dans leur vie personnelle et vont se poser toutes sortes d'enjeux. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire dans les équipes quand des gens vont dire moi, je me suis fait vacciner, que le voisin va dire non, ou le collègue va dire moi, je ne veux pas me faire vacciner. On sait qu'on a aussi environ 30% des gens qui ont eu la COVID qui n'osent pas le dire aussi. Donc, la situation à l'heure actuelle est compliquée, mais quand il y aura des confinements, elle sera là aussi encore plus, tout aussi compliquée avec des nouveaux paramètres à prendre en considération très certainement. Et bien évidemment, en terminant, je termine là-dessus, donc un impact aussi sur si on a réussi au cours des 11 derniers mois à placer le télétravail. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est le télétravail d'équipe, hein, l'effritement des collectifs, de la culture d'entreprise aussi qui est plus compliqué. Donc, un constat sur lequel il faudra intervenir, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour cette première partie. Je te propose maintenant de se concentrer encore plus sur la partie entreprise et finalement nous parler également de quels sont les impacts sur la culture d'entreprise et la performance.
Alors, ce qu'on voit, en effet, à l'heure actuelle, c'est plusieurs difficultés qui peuvent se présenter, hein. Une des premières difficultés qu'on vit à l'heure actuelle, c'est celle de, pardon, d'être capable de faire un bon suivi de la charge de travail des gens. Je pense qu'on ne sait plus trop comment évaluer la charge de travail des personnes, surtout en situation de télétravail. À mon avis, c'est un enjeu important et pour tout le monde. On pensait en effet gagner du temps et peut-être avoir un meilleur équilibre des vies pro et perso en ayant moins de déplacements à faire. Par contre, je pense qu'on constate qu'on a rempli ce temps-là finalement avec des réunions, etc. Et que de manière générale, dans la plupart des entreprises, on n'a pas d'outils pour évaluer la charge de travail des gens qui sont en télétravail et à distance. On ne sait pas comment faire ça. Ça, je pense que c'est un élément qui est important. Il faut se questionner sur la quantité de Teams, de Zoom, etc., WebEx qu'on peut avoir. Je pense qu'il y a un vrai questionnement à avoir parce que maintenant, comme on dit en anglais, les meetings sont back-to-back, hein, donc un après l'autre, sans arrêt. C'est un élément important à prendre en considération aussi. Il faut voir aussi comment on peut permettre aux employés de décrocher. Je pense que c'est un élément important lorsqu'il y a des journées de congé, des temps de repos. Les gens sont très disciplinés sur leur travail, mais beaucoup moins sur leur vie personnelle et les temps de récupération sont beaucoup plus difficiles. Et aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que nous sommes à distance. Nous avons, comme aujourd'hui, un peu des canaux de communication qui sont froids en tant que tels. Et comment on peut créer de la proximité avec ça? Ce n'est pas toujours évident de penser aux gens autour de nous. Et comme je vous disais, de simplement dire que ma porte est ouverte et tu peux m'appeler quand tu veux. Pour moi, aujourd'hui, c'est insuffisant. Il faut faire nous-mêmes la démarche pour contacter les gens. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais je vais vous le montrer. Moi, je me suis fait un trombinoscope avec les photos de toutes les personnes de mon équipe et j'ai ça devant moi, devant mon ordinateur pour garder un peu un contact avec les gens. Et au moins 2 ou 3 fois par semaine, j'appelle des personnes juste pour parler comme ça. Pas parler d'un sujet ou d'un problème ou d'un truc, mais juste pour prendre des nouvelles, penser à la constellation des gens autour de moi, des petits appels qui durent à peine 10 minutes. Et je sais que c'est quelque chose qui fait énormément de bien et c'est un élément, à mon avis, essentiel à prendre en considération. Tout l'autre enjeu, c'est bien sûr aussi la reconnaissance, hein, qui est un enjeu important. Comment on peut faire preuve de reconnaissance? Il faut voir qu'au cours des 10 ou 11 derniers mois, à la fois les salariés et les managers, tout le monde a fait des efforts. Même les membres de la famille aussi ont fait des efforts. Et ça, je pense, c'est important de reconnaître le travail des gens, les résultats, mais aussi les efforts, hein. J'ai souvent parlé de ça. Qu'il ne faut pas simplement reconnaître les résultats, mais reconnaître les efforts. Et à mon avis, c'est un élément important. Alors, un point aussi en terminant là-dessus qu'il faut prendre en considération, c'est que l'approche qu'on voit dans les entreprises à l'heure actuelle, c'est beaucoup de travailler sur ce qu'on appelle le management bienveillant, l'écoute, la tolérance, la flexibilité, etc. C'est bien, mais on verra que ce n'est pas suffisant. Loin de là, qu'il faut travailler aussi sur les pratiques de direction et les pratiques de gouvernance en tant que telles. Parce que si au printemps dernier, on a un peu ralenti le rythme des organisations, je pense que depuis septembre et l'automne, on a remis le même rythme qu'avant, voire on a tenté de rattraper les retards. Les projets sont as usual, hein, lancés tels que c'était auparavant. Il y a moins de modulation finalement des demandes entre les objectifs et les ressources des gens. Il y a un peu moins de modulation et rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début, mais les ressources personnelles des individus, il y a une fatigue qui s'installe, il y a des ressorts de motivation qui se sont affaiblis là aussi, hein, et puis on sent aussi donc ce qu'on appelle cette fameuse Zoom fatigue qui peut s'installer. Donc, c'est bien de dire au management d'être bienveillant, mais on verra qu'il faut faire plus que ça très certainement. Et donc, c'est en effet l'ensemble de l'organisation qui est impacté, tout autant le salarié que le management, et les efforts doivent venir aussi des 2 côtés très certainement. Merci beaucoup, Jean-Pierre, hein, sur ce lien. Hein. Quels sont les impacts d'un côté sur les personnes, sur le manager et finalement sur l'ensemble de l'entreprise. Alors, je vous propose d'avoir une question interactive là cette fois-ci. Donc, je vous rappelle la manière dont ça fonctionne. On va vous mettre un lien dans le chat. Vous allez pouvoir cliquer dessus
et répondre à une question. Et je pense qu'elle donnera également des éléments, hein, Jean-Pierre, sur la place qu'a l'organisation pour accompagner, gérer les impacts humains. Donc la question est la suivante. Selon vous, l'accompagnement mis en place par votre organisation pour gérer les impacts humains est, et je vous laisse donc cliquer sur le lien qui vient d'être mis dans le chat pour répondre à cette première question. Voilà, donc je vous laisse cliquer sur le lien. Donc, selon vous, l'accompagnement mis en place par votre organisation pour gérer les impacts humains est excellent, bon, passable, inexistant, on ne sait pas. Allez, je vous laisse répondre. Nous avons maintenant 82 personnes qui ont répondu pour l'instant. À réactualiser. Allez, je vous laisse répondre. Encore quelques secondes. Ok, allez-y. On va y arriver. Allez, je rafraîchis une dernière fois. Alors, que nous donnent ces réponses? Donc, pour la moitié d'entre vous, 52%, vous avez considéré ça comme étant passable, finalement. En termes d'excellent, on est à 3%. Et puis, en tant que bon, on voit quand même qu'il y a eu, dans certaines entreprises qui ont fait des efforts, nous sommes à 22%. Donc, quand même une majorité qui dit, bon, c'est passable. Jean-Pierre, est-ce que tu aurais un commentaire sur cette première réaction? D'abord passable, et puis on peut y mettre aussi inexistant dans le sens que c'est pas suffisant, hein, c'est clair, on est dans une situation qui est critique. D'avoir un système de prévention qu'on dit passable dans une situation critique, bien, on voit qu'il y a un décalage. Bon, il y a déjà au moins des choses qui sont faites, hein, bien évidemment, mais il faut très certainement aller plus loin. Ça me semble un élément là aussi essentiel. On peut comprendre en même temps, hein, comme je dis souvent, si vous allez sur la FNAC ou Amazon, il n'y a pas un bouquin qui s'appelle Management du COVID qui a été écrit depuis 15 ans et où on sait exactement ce qu'il faut faire. Donc, tout le monde apprend en marchant. Je pense que c'est un élément important. Par contre, il faut voir qu'il faut aller beaucoup plus loin que simplement ce qu'on voit dans les organisations. La plupart du temps, c'est un soutien psychologique qui est offert aux employés, aux salariés, des cellules d'écoute, etc. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut offrir des espaces de discussion et de dialogue aussi. C'est ce qu'ils ont besoin, les gens à l'heure actuelle, autant salariés que managers. Pas simplement non plus des e-learning où, encore une fois, ils sont devant leur écran pendant 20 minutes à écouter un e-learning sur comment je manage un collectif en cliquant et choisissant des réponses. C'est bien, c'est pas mauvais, bien évidemment, mais c'est loin d'être suffisant. Pour animer moi-même des centaines, ce que j'appelle maintenant d'ateliers dynamiques, hein, où il y a des échanges entre managers, c'est ce qu'ils ont besoin. Je pense que c'est vraiment l'élément qui est essentiel, c'est de pouvoir dialoguer entre eux à l'heure actuelle. Et comme je vous dis, il faut être... il ne s'agit pas uniquement de mettre sur des plateformes des outils, que ce soit des documents PDF ou bien de la formation ou du e-learning en se disant « tick the box, j'ai fait ce qu'il fallait faire ». Dernièrement, j'étais dans une organisation où il y a environ probablement 2000 managers. Ils ont mis en place un e-learning sur le télémanagement du télétravail et il y a 65 personnes qui l'ont suivi. Donc, on voit que ce n'est pas parce qu'on poste les choses sur le net que c'est nécessairement suffisant. Donc, passable, ce n'est pas mauvais. Par contre, quand on a une situation critique, j'imagine qu'en matière de sûreté, vous le savez bien que vous considériez que si on faisait un audit, que ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, il faut être plus proactif. Je pense que c'est l'élément qui est important. Et ce que les gens ont besoin à l'heure actuelle, ce n'est pas de l'information uniquement, c'est dialoguer. Je pense que c'est l'élément essentiel. Si on veut bien faire face aux difficultés qu'ils ont, puis individuelles ou collectives ou managériales, c'est à travers l'échange.
qu'il faut favoriser encore plus, à mon avis. Merci beaucoup, Jean-Pierre. On va passer à une nouvelle séquence, là, cette fois-ci, questions-réponses. Je vais maintenant donner la main à Yvan qui va relayer les différentes questions qui sont arrivées. Oui, merci. Donc, nous avons des questions qui ont été posées, notamment sur des contradictions apparentes. La première est posée sur le cas un peu particulier des congés. On se demande comment on peut réagir quand un personnel ne veut pas prendre de congés parce qu'ils ont l'impression qu'en prenant des congés pendant les périodes de confinement, ils vont rester à la maison sans l'imposer. Donc ça, c'est une première des contradictions. Comment on répond à des exigences malgré tout de prendre des congés face à une certaine forme de résistance de la part du personnel. Je te laisse répondre et je te poserai d'autres questions par la suite. Oui, OK. On dirait que tu es dans une caverne. Alors, bon, c'est bon, là, je pense que c'est réglé. Deux exemples très concrets là-dessus. Il y a une entreprise que j'accompagne qui a environ une douzaine de milliers de personnes et le PDG a demandé d'avoir un relevé des journées de congé prises par les managers. Pas pour qu'il y en ait moins, mais pour qu'il y en ait plus, justement, et d'avoir une vigilance là-dessus sur le fait que certaines personnes ne prennent absolument pas de congé et que dans le contexte actuel, c'est un facteur de risque en tant que tel. Ils considèrent que la prise de congé est un facteur de protection et que la non-prise de congé est un facteur de risque et il a demandé donc aux ressources humaines d'avoir un relevé nominatif, dans son cas, sur le fait qu'il s'attend à ce que des congés soient pris. Alors, ça ne règle pas tout, hein, parce que encore faut-il qu'il arrête de cascader toutes les demandes parce que si les gens ne se prennent pas de congé, c'est qu'il y a trop de travail. C'est déjà un premier élément. Mais c'est quand même une initiative intéressante et il a quand même communiqué à l'ensemble de ses managers en disant « Je fais ça par bienveillance. Je ne fais pas ça par contrôle et par surveillance. Je fais ça par bienveillance parce que je considère que c'est important pour vous de prendre des moments d'arrêt aussi. Et quand vous êtes pendant 2 ou 3 mois à avoir absolument rien pris, même pas une demi-journée, c'est juste pas normal en tant que tel et il faut trouver un moment pour récupérer. Ça, c'est au niveau macro. Au niveau local, je l'ai fait juste avant Noël avec une équipe où on a fait une discussion d'1 heure sur justement comment je récupère de mes semaines de travail et de mes mois et comment je m'autorise à prendre des moments d'arrêt aussi. En anglais, ce qu'on appelle le triple O, hein, out of office là, en tant que tel. Est-ce que quand je suis out of office, je peux ne pas prendre mes mails, ne pas prendre mes appels, etc., et vraiment faire la coupure en tant que telle? Et donc, au-delà de donner des règles d'entreprise, je pense qu'il est important, c'est de pouvoir en discuter manager et collaborateur ou manager et manager, hein, supérieur N+1 et N-1, pour justement dire, oui, il faut s'autoriser ces choses-là. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on ne le fait pas? Comment on le fait? Et arriver à un peu, je dirais, désamorcer un peu ce sujet-là ou cette crainte qu'on peut avoir. Donc, on peut agir à la fois au niveau macro avec du data, comme l'exemple que je vous ai donné là, et on peut aussi simplement, je pense, en discuter dans les équipes et se dire, oui, quand je prends une journée de pause ou une journée de congé, je peux ne pas prendre mes messages pendant une journée et puis c'est bien correct et c'est tout à fait normal et c'est permis aussi à ce moment-là. Donc, il faut dialoguer autour de ça. Merci. J'espère que le son va mieux que lors de ma première question. On a réglé le petit problème technique et merci à tous pour votre vigilance. Il y a pas mal de questions, Jean-Pierre, qui traitent autour de, je n'irai pas jusqu'à dire une schizophrénie, mais tenir en même temps des choses qui paraissent difficiles à tenir, un peu contradictoires, notamment l'intérêt porté aux équipes, comment on mène ça en même temps que le fait qu'il faut quand même tenir les objectifs, les livrables, les délais. Une autre question, par exemple, rebondit sur l'importance du dialogue que tu as mis en évidence, mais sur quoi il faut dialoguer, sur la performance ou sur le bien-être. Donc, comment tenir ces deux choses en même temps? Il y a pas mal de questions qui tournent autour de ça. Oui, je pense qu'il faut accepter de vivre avec cette schizophrénie-là. Et ça fait partie de la résilience de savoir que tout n'est pas net nécessairement, mais il faut à la fois faire preuve de bienveillance, mais il faut aussi, en effet, manager la performance, je pense, en même temps, c'est important. Oui, il faut tenir compte du fait que le travail maintenant est dans la vie des gens et dans la maison des gens et qu'il y a donc une certaine flexibilité. Mais moi, je ne me gêne pas aussi pour dire aux salariés que je rencontre, vous avez quand même un chèque de paye qui arrive à toutes les 2 semaines ou à tous les mois et donc il y a aussi une attente en matière de performance qui est là. Ce qu'il faut, je pense, beaucoup plus faire à l'heure actuelle, par contre, c'est vraiment se questionner au niveau direction et gouvernance en tant que tel sur la quantité des changements qu'on fait.
sur les rythmes de ces changements-là. Il faut absolument que les équipes de direction se questionnent sur l'impact de leurs demandes sur la charge de travail en tant que telle, puis entre autres qu'ils regardent les conséquences de leurs décisions. Pour moi, c'est un élément important. L'idée, c'est pas d'arrêter les changements, de faire moins de changements, c'est au moins de commencer à regarder les conséquences, parce qu'à l'heure actuelle, on ne les regarde pas, ou bien on se dit, ben, on n'a pas le choix, il faut faire. Oui, mais à quel prix? Et ce qu'on voit au niveau des statistiques, à la fois au Canada et en France, c'est que l'état de santé psychologique a tendance à se détériorer dans le contexte où on est. Et il faut donc vraiment faire de ce que j'appelle la qualité de vie au travail un critère de décision, hein, de gouvernance ou de direction. Ça me semble très important. Et il faut composer avec ces deux réalités-là, à la fois faire preuve de flexibilité, comprendre la vie des gens, mais être capable aussi de leur dire, je comprends que tu as des soucis personnels et familiaux, mais en même temps, il y a un problème de performance et il faut pouvoir l'adresser, mais l'adresser correctement. Hein, ce n'est pas d'être unilatéral et d'être trop dirigiste sur ces éléments-là, bien évidemment, mais dans la situation où on est, je pense qu'on n'a pas le choix. C'est pour moi une forme de résilience d'accepter de composer avec ces deux dimensions et pas juste avec une seule des deux, finalement. Mais c'est compliqué, c'est clair. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Alors, on a vu qu'il y a d'autres questions qui arrivaient. On va les garder pour un peu plus tard. On va passer maintenant à la deuxième partie où on va beaucoup plus s'intéresser aux préventeurs dans cette gestion de crise et l'évolution de leur rôle. Donc, j'ai le plaisir également d'accueillir Patrick Benjamin. Donc, Patrick qui est secrétaire du groupement d'échange des préventeurs interentreprises, également connu sous le nom du GEPI. Patrick, peut-être quelques mots sur le GEPI avant de nous parler des différents sujets qui ont été traités par le GEPI et l'évolution de ces sujets dans le temps. Je te laisse la main, Patrick. Oui, volontiers. Merci d'abord de m'avoir invité à participer à ce retour d'expérience, si je puis dire. Je rejoins les propos de Jean-Pierre sur bon nombre de choses par rapport à ce qu'on a entendu dans cette première partie. Alors, le GEPI, c'est un réseau de préventeurs qui est né, comme je dis, avec un peu d'humour au siècle dernier. Pas si loin que ça, parce que c'était en 1995, mais qui date de réunions que l'on a pu avoir sur des thématiques liées à la réglementation, des projets de textes réglementaires, et sur lesquels on s'est retrouvé avec une quinzaine de personnes des différents groupes. Et puis, ça nous a permis, au fil du temps, de se constituer en réseau d'échange, non pas en association, mais réseau dynamique. Et pour vous donner un peu l'état des lieux aujourd'hui, 11 mois après le début de la pandémie, nous sommes aujourd'hui 140 entreprises pour à peu près 145 membres, sachant que dans certaines entreprises, il y a 2 ou 3 personnes qui participent activement. Donc, c'est les grands groupes français. Je ne vais pas tous les citer, mais une bonne participation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de mars? Le GEPI fonctionne en cas normal, si je puis dire, avec 2 réunions par an. 2 réunions par an sur les sites industriels qui sont programmés à l'avance, préparés en fonction des sujets et des thématiques proposées par les directeurs HSE. Et il se trouve que début mars, on avait programmé une réunion qui devait se dérouler à Paris le 20 mars précisément, au siège de l'OPPBTP à Paris pour évoquer l'événement de Lubrizol. On avait déjà la participation de parlementaires qui venaient présenter le compte-rendu de leur rapport. Et l'idée, c'était d'échanger effectivement sur cette thématique, comment gérer les événements de ce niveau sur les sites Céveso. Et puis, je dirais début mars, j'ai été alerté par quelques membres qui m'ont dit « Patrick, je crois qu'il faut regarder ce qui se passe et ce qui se profile. Je pense qu'il serait plus sage de reporter la réunion et puis on verra ultérieurement, lorsque le moment sera plus propice, de la remettre sur place. » Et puis, le mi-mars, à peu près, il y a eu le premier confinement en France. C'était le 17 de mémoire. Je vais vous dire pourquoi j'ai une mémoire sur ce sujet. On s'est aperçu, et d'abord pendant les 15 premiers jours de mars, le réseau fonctionne par réunion annuelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bi-réunion annuelle, mais aussi par échange avec des outils numériques que l'on connaît, hein, que ce soit les messageries instantanées ou
ou la messagerie par mail. Et là, je me suis aperçu que notre messagerie par mail avait été multipliée par 5, voire par 10. Quant à la messagerie instantanée, là, le droit à la déconnexion n'existait plus. Donc, je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et avec quelques-uns d'entre nous, on s'est dit, on va arrêter de travailler par messagerie ou par réaction momentanée. On a décidé de mettre en place une webconférence pour faciliter les échanges. Tous les vendredis matins, on s'est dit, on se voit 1 heure et on essaye de commenter nos problématiques, d'échanger, de proposer nos pratiques, etc. Et ça, aujourd'hui, pour vous dire un peu que moi, ce que je ressens, c'est que ça fonctionne d'une manière très dynamique, très proactive. On en est aujourd'hui demain, nous avons la 39e réunion. On a osé s'arrêter un peu l'été dernier, pendant les 2 mois, juillet et août. Et depuis, toutes les semaines, on se voit. On se voit entre nous. On se voit aussi avec la présence d'avocats qui viennent nous expliquer un peu le rôle, les obligations de l'employeur, les différents protocoles qui ont été mis en œuvre en France, comment les interpréter, comment les mettre en place. On a aussi eu la chance d'avoir des directeurs d'usine qui fabriquent les masques, comme celui d'Angers. On a aussi quelques psychologues qui sont intervenus. Et tout cela se fait à la demande des membres. L'idée, c'est d'échanger, d'avoir un expert dans un domaine donné qui vienne nous apporter des idées de solutions. Et au travers de cette dynamique, moi, je peux en relater une. Il y en a eu d'autres, mais celle qui m'a frappé, c'est celle qui s'est produite le 18 mars. Je parlais du 17 tout à l'heure, le 18 mars. Je reçois un appel vers 19h. Bon, ça, c'est un peu classique, mais vers 19h. Et puis, on me dit, Patrick, on a un petit problème, c'est que, je ne vais pas vous donner le nom de la société, mais vous allez la reconnaître, on doit rapatrier les Français partout dans le monde. On a prévu les moyens de se protéger, mais les commandes ne vont arriver que d'ici une dizaine de jours et il faut absolument qu'on ait des éléments dans les 3 jours. Est-ce que tu peux nous aider, voir s'il n'y a pas une entreprise du GEPI qui peut nous aider dans cette tâche? 19h, un mardi soir, on venait de subir le confinement. Et puis finalement, au travers de quelques discussions avec certains membres du GEPI, eh bien, on a trouvé la solution. J'ai contacté une entreprise qui a une usine dans l'Orléanais, qui a répondu rapidement. Donc je l'ai appelé vers 19h30 et à 22h, avec les échanges qu'on a pu avoir avec le transporteur, on avait signé le contrat et les produits étaient livrés 2 jours après. Moi, j'ai trouvé ça à la fois surprenant, intéressant et dynamique. Et des exemples de cette matière, au niveau du GEPI, on a été plutôt très dynamique et ça m'a interpellé. Je me dis, tiens, c'est en période de crise. C'est vrai qu'on avait affaire à des participants à leur propre cellule de crise dans l'entreprise. Cette démarche fonctionne et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, les gens se sont manifestés de manière permanente. Aux réunions du vendredi, je vous l'ai dit, on est 145 membres. En réunion du vendredi, nous sommes facilement 30 à 40 personnes à chaque fois. C'est pas facile de les gérer, je vous le conçois, parce que chacun a envie de poser ses questions et mettre un point de vue et autres. Mais globalement, ça s'est bien formalisé, si je puis dire. Autre Patrick, point, oui. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les 3 derniers sujets qui ont été traités lors de vos réunions pour avoir une idée de manière très concrète sur les sujets? On a démarré très fort en début d'année avec un sujet d'actualité. Vous savez qu'actuellement en France, il y a un projet de loi sur la santé au travail qui est sur la table. Et plus récemment, au mois de décembre, il y a un accord interprofessionnel qui a été signé sur le télétravail, mais aussi sur la santé au travail. Et nous avons contacté le MEDEF qui est venu nous expliquer, nous avons réussi à avoir une intervention du MEDEF lors de la réunion du 8 janvier, qui nous a expliqué la démarche et la négociation qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux. Sur une très belle réunion qui a été plutôt bien perçue. La deuxième, la semaine suivante, on parlait de vaccins tout à l'heure. Là aussi, on a appelé un de nos avocats. Il y en a au moins 4 ou 5 qui ont participé aux réunions depuis le début de la pandémie. Mais un de nos avocats est venu nous expliquer
l'obligation de l'employeur et c'est sa responsabilité en cas de vaccination. C'est vrai que la plupart des entreprises le font déjà avec la grippe, mais avec la pandémie liée à la Covid, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Et là, la dernière réunion, c'est plutôt, on ne fait pas souvent, enfin, pas systématiquement appel à un expert extérieur, mais la dernière que l'on a eue la semaine dernière, c'était à propos des actions que l'on est en train d'engager et puis les échanges de retour d'expérience, notamment par rapport au nouveau protocole qui est sorti. Merci. Ouais. Merci Patrick. Alors j'ai une autre question pour vous. On a vu que donc le rôle des préventeurs a évolué avec la Covid. Alors deux questions. D'un côté, c'est finalement comment les préventeurs ont réussi à concilier risques sanitaires et risques industriels majeurs, et quelle évolution du rôle des préventeurs vous voyez aujourd'hui? Alors, les préventeurs, c'est vrai que c'est un risque qui est intervenu dans nos entreprises. D'abord, un premier point, même si au bout de quelques jours, on s'est arrêté, la plupart des entreprises du GEPI ont continué à fonctionner. Avec ce que disait tout à l'heure Jean-Pierre, des fonctions support peut-être un peu plus en télétravail et les opérateurs sur le terrain. Donc, on a continué à fonctionner, ce qui a amené les préventeurs à être pratiquement contactés au jour le jour, parce que c'est un de leurs rôles, faire de la prévention dans l'entreprise. Donc on a bossé ensemble et il a été très très impacté sur sa fonction, parfois un peu difficile pour être présent pratiquement au quotidien. Donc le rôle a été, je dirais, reconnu et dans sa démarche. Après, effectivement, il a fallu d'abord remettre à jour notre documentation prévention des risques. J'entends parler d'un texte qui existe en France, le document risque, mais d'une manière générale, c'est l'évaluation des risques. Et puis, l'autre point, c'est d'être présent dans les cellules de crise. Et son rôle a été affirmé et réaffirmé aujourd'hui au travers de notre démarche. En plus, avec une fonction support qui a été le GEPI, parce qu'au travers des réunions du vendredi, on avait des questions qui sortaient des cellules de crise et qui disaient à notre préventeur, va voir ce qu'en pensent tes collègues du GEPI. C'était assez intéressant parce qu'on arrivait à résoudre des thématiques. Alors des contacts importants aussi avec, je parlais tout à l'heure des avocats, mais on a aussi, on a eu aussi la Direction générale du travail qui nous a accompagnés, qu'on a sollicité, qui répondait assez souvent à nos questions, mais aussi l'OPP-BTP. Dans le GEPI, nous avons aussi des constructeurs, donc beaucoup de thématiques liées aux interventions dans le BTP. Et le rôle du préventeur, moi je trouve qu'au travers de ce que l'on a fait, ce que l'on fait encore, il s'est réaffirmé. C'est vraiment un rôle que certains ne connaissaient pas. Je ne vais pas expliquer un peu trop plus sa démarche, mais sincèrement, il s'est réaffirmé dans l'entreprise. Ok, merci beaucoup Patrick Aron. On va continuer avec le rôle des préventeurs, avec cette fois-ci une question interactive à nouveau. Donc, selon vous, avec la crise sanitaire, le rôle des préventeurs alors vous allez recevoir le lien pour répondre à cette question. Ça y est, il est en ligne. Je vous laisse cliquer pour nous répondre à cette question. Selon vous, avec la crise sanitaire, le rôle des préventeurs est-ce qu'il est renforcé, inchangé, diminué, ou vous ne savez pas? Allez, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Allez, nous avons 94 réponses pour l'instant. Alors, ça continue à augmenter. Donc, finalement, c'est quand même très équilibré. On a à peu près quasiment 30% pour chacun. Alors, on a un petit 38% de renforcé.
Mais globalement, pour vous, finalement, c'est très distribué avec, avec à peu près 37% pour renforcer, 30% inchangé et 27% diminué. Donc, finalement, une situation très contrastée selon les différents participants sur le rôle des préventeurs. Est-ce qu'il a été, comment est-ce qu'il a évolué avec cette pandémie? Alors, on va reprendre quelques questions-réponses. Oui, quelques questions. Donc, il y avait pas mal de questions avant que Dunia pose justement la question sur l'impact sur le rôle des préventeurs, auquel Patrick Benjamin a répondu. Déjà, on réagit à l'exposé de Jean-Pierre Brun aussi. Il faut le temps que ça décante. Il y a pas mal de questions, Jean-Pierre, sur le télétravail et notamment comment assurer des fonctions, comment ça change le contexte et assurer des fonctions importantes pour la culture de sécurité à travers le télétravail. Je cite quelques exemples qui correspondent à un certain nombre de questions. Comment assurer un esprit d'équipe alors que tout le monde est derrière les écrans et qu'il y a quand même une augmentation de l'individualisme? Comment intégrer les nouveaux aussi dans cette période? Beaucoup de difficultés pour l'intégration des nouveaux. Est-ce qu'il y a des méthodes que vous conseillerez pour détecter des signaux faibles de personnes en difficulté? On ne les voit pas, elles sont en télétravail également. Et enfin, une question un peu plus générique sur est-ce qu'il existe des méthodes que vous recommanderiez ou des approches pour faire le tri entre les bons et les mauvais côtés du télétravail? Est-ce qu'il existe des questionnaires, des interviews? Quelles seraient vos recommandations? Vous voyez tout un ensemble de questions qui tournent autour de l'impact du télétravail. J'ai combien de temps? J'ai 1 heure pour répondre. Ça me fera plaisir, mais en tout cas, on peut en aborder un certain nombre. Oui. Sur le collectif, première des choses. Donc, je pense qu'il y a plusieurs éléments dans le contexte actuel. Première des choses que vous pouvez faire, c'est discuter avec vos équipes des règles à vous donner en termes de communication, Teams, Zoom, etc. Est-ce qu'on garde la caméra ouverte ou pas, etc. Donc, à quelle fréquence on les organise? Est-ce qu'on organise des rencontres téléphoniques plutôt que par Zoom ou Teams? Donc, ça, c'est un premier point assez facile, probablement fait dans plusieurs cas. L'autre élément, c'est pour créer du collectif, il faut reparler du travail. Ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est beaucoup de réunions d'équipes sont des réunions descendantes où on cascade l'information de la direction, où il y a très peu d'échanges de contenu sur des projets, sur des méthodes, sur des problématiques qui sont présentées ou des solutions. Donc, il faut ramener ce que j'appelle, moi, au sens très large, des réunions cliniques sur le travail en tant que tel et injecter des moments comme ça dans nos réunions d'équipe qui vont permettre aux gens de parler entre eux, justement, de la manière dont ils déroulent leur activité de travail au quotidien et pas simplement d'être sous une forme descendante, finalement, d'information. Je suis encore là sur l'élément de dialogue qui, pour moi, est très, très important à faire. Troisième petit truc très, très simple, je le dis rapidement, lorsque vous faites des réunions, arrêtez de demander des gens, à demander aux gens, est-ce que vous avez des commentaires, est-ce qu'il y a des questions, parce que tout le monde se cache derrière son micro fermé et sa caméra fermée, et interpeller directement les gens. Donc, en réunion d'équipe, quand vous parlez d'un point, c'est de dire, Patrick, qu'est-ce que tu en penses? Yvan, qu'est-ce que tu en penses? Etc. Et vous allez voir que ça rend vos réunions beaucoup plus dynamiques. Deuxième élément sur les nouveaux, le onboarding qu'on appelle en anglais est en effet quelque chose de très important. C'est très compliqué. Ces gens-là n'ont pas toute la dimension réseau professionnel et social lorsqu'ils intègrent une nouvelle activité. Ce que je suggère de faire très souvent, c'est de demander à ces nouveaux de contacter un ensemble de collègues dans le réseau, ça peut être 10, 15 personnes, de fixer des rencontres d'une demi-heure ou 45 minutes avec ces personnes-là et d'écrire un petit compte-rendu d'un tiers de page sur ce qu'il a retenu de la rencontre et d'échanger avec son manager sur ce contenu-là. Donc, c'est une manière de forcer un peu plus l'interaction et je peux vous dire que pour l'avoir moi-même fait dans mes équipes, c'est quelque chose qui est très apprécié. C'est vu un peu comme au début, comme un travail scolaire, mais en bout de ligne, comme je vous dis, il ne s'agit pas simplement de dire aux nouveaux, appelle les gens quand tu ne sais pas quoi faire, hein, parce qu'ils n'osent pas, et puis, ou bien appelle-moi si tu as besoin d'informations. Moi, je constate, là, on a engagé 3 nouvelles personnes. Ils ne m'appellent pas pour me dire, je tel truc, je ne le sais pas, etc. C'est moi qui dois les appeler, donc il y a un peu cette gêne-là qui est présente.
Sur les signaux faibles, dernier point très rapidement, ça va? Je peux continuer? Oui. OK. Sur les signaux faibles, un dernier point très rapide. Je vous l'ai dit, 50% des gens n'osent pas parler de leurs émotions. Donc, on a un problème déjà à ce niveau-là. Alors, moi, je suggère plutôt que de demander aux gens comment ça va, de plutôt leur demander soit deux choses. Comment ça va dans le travail ou encore mieux, comment va ton équilibre entre les objectifs que tu as à réaliser, les moyens et les ressources? Est-ce que tu es en équilibre précaire ou en situation très, très déséquilibrée? Ce qui permet de non pas parler de la personne elle-même, parce que ce n'est pas évident de dire devant un Teams, je ne vais pas bien, hein, personne n'a envie de le faire. Et ça permet de dépersonnaliser un peu le sujet et de parler de l'activité de travail. Et là aussi, je vous dirais que ça marche plutôt bien quand on fait ça parce que la personne se sent moins directement impliquée et va peut-être par la suite parler un peu plus de ce que ça lui fait vivre. Donc, on est beaucoup là-dessus sur la question de l'équilibre entre les objectifs et les moyens et les ressources et d'évaluer si on est en déséquilibre très fort ou plutôt léger déséquilibre et qu'est-ce qu'il faut mettre comme action en place. Parce que le problème, quand on pose la question comment ça va et que les gens disent « Ah, ça va, mais c'est pas facile », on leur dit toujours la même chose, prends soin de toi, pense à toi. Ça ne veut rien dire, ce genre de questions-là. On le sait depuis plusieurs mois, tout au moins. Voilà, Merci en quelques minutes, très rapide, hein? Ouais. Crash course. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ces bonnes pratiques qu'on essaiera nous-mêmes de mettre en place, bien évidemment. Alors, on va passer maintenant, cette fois-ci, à la troisième partie sur votre avis sur les nouvelles pistes pour prévenir les risques et les impacts sur les personnes. Finalement, qu'est-ce que les organisations devraient garder de cette période pour prévenir les risques et les impacts sur les personnes? Comment elles peuvent anticiper les prochaines pandémies et crises sanitaires? Je vais d'abord donner la main à Patrick sur quelques mots sur le sujet et je reviendrai vers toi, Jean-Pierre. Oui, quelques mots, vous avez peur, hein, parce que je peux te dire toute la journée. Oui, quelques mots, c'est de faire un retour d'expérience de ce que l'on a pu réaliser là, pendant ces 11 mois. Je trouve personnellement qu'on a énormément de bonnes pratiques que l'on a mises en œuvre et on va s'efforcer de le maintenir à l'issue de cette pandémie qui risque de durer malheureusement, mais ça va nous permettre de progresser dans nos échanges. Et là, on a acté très, très récemment, il y a à peine un mois, d'organiser et de l'ouvrir plutôt que de le conserver au niveau du GEPI, de l'ouvrir à l'extérieur. Donc, on aura un premier webinaire le 17 février qui va acter d'un certain nombre de choses, notamment sur que doit faire ou comment reconnaître le préventeur de l'entreprise. Et là, on a pas mal d'éléments au travers de ce qu'on a pu réaliser. J'entendais tout à l'heure Jean-Pierre parler de qualité de vie au travail. Le deuxième, au mois de mars, sera sur cette thématique. Et donc, plutôt que de conserver tous nos échanges, notre production en interne, on va l'exporter en ouvrant ces rencontres à l'extérieur. C'est un peu comme le fait l'ICSI, mais de manière moins régulière. Mais ça va permettre aussi d'exporter notre travail et de le faire partager à l'ensemble des personnes qui viendront nous voir. Merci beaucoup, Patrick. Jean-Pierre, alors comment les organisations peuvent finalement prendre le meilleur de cette situation et anticiper les prochaines crises? Deux éléments là-dessus, donc pour faire bref, deux éléments. La première chose, je pense, c'est qu'il faut voir que depuis 11 mois, et ça fera bientôt 1 an et probablement plus, on s'en va vers 14 ou 15 mois, il faut absolument qu'on puisse discuter de quel enseignement on peut tirer de ça. Donc, qu'est-ce qui est de bon là-dedans? Qu'est-ce qu'on peut retenir et poser la question aux gens et voir en effet comment on n'arrête pas de dire qu'on a pivoté sur les produits, sur la clientèle, sur les missions. Il faut pivoter au niveau RH aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Ça me semble un élément important. Le deuxième élément, et je fais partie d'ailleurs d'un réseau québécois de recherche sur la COVID et les pandémies, c'est de se préparer pour les prochaines pandémies. Parce que je ne veux pas être oiseau de malheur, mais on sait qu'on va en avoir d'autres pandémies. Et donc, il faut absolument avoir un plan là-dessus, un plan de prévention très clair. Et entre autres, ce que je constate aussi, alors c'est sûr que les entreprises en ont plein les bras à l'heure actuelle, mais mon sentiment, c'est qu'ils ne se préoccupent pas suffisamment de ce que j'appelle des problèmes macro-sociologiques
Par exemple, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, les jeunes, les femmes, et aussi en termes de santé publique. On a donné beaucoup de règles aux salariés sur comment se comporter dans l'entreprise, mais je pense que l'entreprise a aussi entre guillemets, un marché captif. Il pourrait aussi former, informer, sensibiliser encore plus les salariés sur les bons gestes barrières, sur des enjeux de santé publique là, en dehors de l'entreprise en tant que telle. Et ça, on le fait peu, mais je pense que c'est un lieu où on peut apprendre en effet aux salariés qu'est-ce que c'est la transmission, quels sont les gestes barrières à avoir, quels sont les bons comportements, etc. Et pas juste dans le travail, mais dans la vie de tous les jours. Et donc, d'élargir un peu pas la responsabilité, mais le domaine d'intervention de l'entreprise. Je sais qu'ils en ont déjà plein les bras, hein, donc ce n'est pas évident à faire, mais à mon avis, c'est des avenues à explorer. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Je te laisse la main, Yvan, s'il y a une dernière question qu'on prend en direct. Mais sachez que pour les autres, nous y répondrons là cette fois-ci par écrit. Je laisse la main à Yvan. Oui, les intervenants se sont engagés à vous répondre par écrit à toutes les questions auxquelles ils n'auraient pas pu répondre. Il y a pas mal de questions qui tournent autour du management avec un commentaire. Le rôle des managers a aussi beaucoup évolué. On a parlé des préventeurs, mais celui du management a beaucoup évolué. On a parlé de ce que les managers devraient faire, comment ils pourraient s'y prendre, mais en quoi ont-ils été impactés eux également? Il y a beaucoup de questions qui traitent de ça. Et quand on parle du management, c'est une catégorie qui est hétérogène. Est-ce que, selon toi, Jean-Pierre, parce qu'il y a beaucoup de questions qui te sont destinées, tu vois un impact qui a été plus fort à quel niveau? Encadrement de proximité, intermédiaire, haut niveau? Et quelles seraient, selon toi, les fonctions qui vont être le plus profondément et de façon pérenne touchées? Ce qu'on voit beaucoup, c'est manager de manager. Ça, je pense que c'est une réalité, en effet, où ils sont vraiment pris entre le marteau et l'enclume encore plus, hein, parce que les demandes ne cessent d'arriver de la direction, puis il y a aussi le vécu des salariés, mais en même temps, tout le monde est dans le même bateau. Hein, pour reprendre une phrase de Jean de La Fontaine, ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Hein. Je pense que c'est un peu le constat qu'on peut faire. Je considère beaucoup les managers comme ce que j'appelle, moi, des athlètes industriels. Et on voit en effet la fatigue qui s'installe, la difficulté de récupérer, d'avoir du temps de récupération est un élément là aussi qui est très, très important. Donc, ils sont dans le même bateau. C'est très difficile en même temps. On anime, nous, des ateliers sur la santé des managers. Et je leur dis à chaque fois, je vous demande d'être égoïste pendant 1 heure et demie et de penser à vous. Et la plupart du temps, ils transfèrent vers leur équipe. Très difficile de les ramener vers eux. Mais pour moi, c'est un élément essentiel. Hein. C'est un peu comme quand il y a dépressurisation dans un avion. Hein. On se met d'abord le masque à nous-mêmes avant de le mettre aux autres. Et quand j'entends, moi, des managers qui me disent « j'arrive même pas à prendre 15 minutes pour déjeuner » ou bien la semaine dernière, le manager me disait « bon, là, j'ai décidé pour les 2 prochaines semaines d'arrêter d'aller marcher et de faire un peu de sport parce que j'ai pas le temps, j'ai trop de boulot. » Je veux dire, c'est juste inadmissible, ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'il y a un point de vigilance vraiment particulier. Ce qui ressort dans nos études, c'est que c'est à peu près tout le monde qui est impacté. Peut-être un peu plus manager de manager parce que justement, ils ont beaucoup de pression des directions. Je pense que les directions d'entreprise ont réouvert les vannes sur l'ensemble des projets et à mon avis, c'est pas bon. Ou tout au moins, il faut se questionner sur les conséquences, chose qu'on ne fait pas beaucoup. Merci beaucoup Jean-Pierre et merci beaucoup Patrick pour ce webinaire. Nous arrivons à la fin donc, de ce webinaire. Donc comme promis, le webinaire sera bientôt disponible en replay et vous pouvez d'ores et déjà retrouver les autres webinaires de cette campagne sur la chaîne YouTube de l'ICSI. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire le 4 mars, là cette fois-ci de 11h30 à 12h30. Avec Emmanuel Léon, qui est professeur à l'ESCP, spécialiste du management et de l'évolution du rôle des managers, et René Amalberti, que vous connaissez tous de la FONCSI. Merci à vous et au mois prochain. Au revoir. Merci tout le monde. Merci, à bientôt, au revoir.